Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette séance d'audition des opinions réalisée dans le cadre de la consultation publique sur l'ajout d'usage pour le 1420 boulevard du Mont-Royal. La séance va se dérouler en français. Toutefois, les personnes qui voudraient s'exprimer en anglais pourront le faire. This session will be conducted in French, but if you wish to address the Commission in English, you are welcome to do so. Je m'appelle Danielle Casara et je suis commissaire à l'Office de consultation publique de Montréal. Madame Isabelle Beaulieu, la présidente de l'Office, m'a confié la présidence de cette commission pour laquelle je suis accompagnée de la commissaire Madame Claudia Atomé et nous sommes aussi appuyés dans nos travaux par Alejandro Angel Tapias, notre analyste. Au nom de mes collègues et de l'Office, je vous remercie de l'intérêt que vous portez à nos travaux depuis le début de cette consultation. Au total, un total de 4 citoyennes et citoyens ont manifesté le désir de présenter ce soir oralement leur opinion devant la Commission. Nous les entendrons tous au cours de la séance de ce soir. Ces opinions présentées oralement s'ajoutent aux 147 plus, maintenant je crois que nous sommes rendus à 152 opinions et même plus, qui nous ont été soumises par écrit jusqu'à présent, de même qu'aux nombreuses opinions recueillies en ligne par le biais de questionnaires. Un grand merci à toutes les personnes qui ont pris le temps de participer à notre consultation. Permettez-moi de vous expliquer le déroulement de la séance de ce soir. Nous allons entendre successivement les 4 présentations. Chaque intervenant va disposer de 10 minutes pour exprimer son opinion, après quoi les commissaires prendront aussi 10 minutes pour des questions et des échanges avec les présentateurs. Les enregistrements vidéo et les transcriptions de ces présentations seront mis en ligne sur notre site Web dans les jours qui viennent. Si pour une raison ou une autre, des inexactitudes se glissaient dans les interventions, les représentants de l'arrondissement ou du promoteur pourront user de leur droit de rectification dès ce soir à la fin de la séance ou, s'ils le désirent, dans les 48 heures suivant la publication du vidéo de ces présentations. Et dans ce dernier cas, s'ils prennent 48 heures pour nous répondre, les rectifications seront écrites et rendues disponibles sur le site Web de l'Office à la page de la consultation. Enfin, la consultation tient à ce que le climat des échanges demeure serein. Les propos malveillants ou les interventions portant atteinte aux droits fondamentaux ou à la réputation des personnes sont donc irrecevables. À la suite de la séance d'audition de ce soir, la Commission procédera à l'analyse de l'ensemble de l'information qui lui a été soumise, en fera rapport et formulera des recommandations. La présidente de l'Office, Mme Isabelle Beaulieu, soumettra le rapport au Conseil municipal de la Ville de Montréal, rapport qui sera rendu public 2 semaines plus tard. Je rappelle toutefois que les rapports de l'Office ont une valeur consultative et que les décisions finales appartiennent aux élus. J'inviterai maintenant notre premier intervenant, M. Nabil Mansour, à prendre place devant nous. Bonsoir, M. Mansour. Alors, nous avons pris connaissance de l'opinion écrite que vous nous avez fait parvenir et nous vous en remercions. Je vous rappelle que vous disposez de 10 minutes pour exposer votre opinion. Ça va prendre 7 minutes. Vous pouvez ajouter de l'information à ce que vous nous avez déjà transmis si vous en ressentez le besoin. Et ensuite, ma collègue et moi, on va disposer de 10 minutes aussi pour échanger avec vous. Vous n'avez pas de présentation visuelle, je comprends? Non. Alors, la parole est à vous, on vous écoute. Simplement pour me situer, vous êtes un organisme indépendant. Nous, oui, absolument. Oui. Nous sommes indépendants de la Ville et du promoteur. Nous sommes nommé par qui? Nous sommes mandatés par l'Office de consultation publique qui reçoit ses mandats de la Ville de Montréal. Ça veut dire que vous êtes nommé par la Ville de Montréal. Nous sommes nommés par l'Office qui choisit qui sont les commissaires qui nous donnent des mandats pour un certain nombre d'années et qui nous affectent à certains mandats. Mais nous sommes indépendants de la Ville, des élus, tout comme des promoteurs qui sont impliqués dans le dossier. Okay. Alors, n'ayez crainte, nous sommes totalement indépendants. Non, simplement pour savoir. C'est beau. D'accord. En tout cas, moi, j'habite
depuis peut-être plus que 30 ans sur le boulevard Mont-Royal, à côté du Mont Jésus-Marie. Et puis, on a été vraiment insatisfaits au début, en 2010, quand ils ont voulu faire des condominiums alors qu'on était dans une zone complètement résidentielle. Et puis, c'était seulement un patrimoine religieux, c'est devenu un patrimoine multifamilial. Alors, on a eu beaucoup de difficultés à accepter, puis le référendum a été complètement refusé, puis on nous a mis de côté, puis la construction s'est été faite. Et maintenant, ils veulent de nouveau rendre la zone commerciale, le bâtiment commercial, alors qu'il était seulement résidentiel. Alors, ils veulent faire quoi? Vous connaissez ça, un restaurant, une salle de réception, ça vous le savez, plus que 800 personnes. Puis, s'ils veulent faire un restaurant, je ne comprends pas. Donc, tout condominium, toute ville, toute maison unifamiliale ou multifamiliale peut avoir un petit fast-food en arrière de chez elle, je ne comprends pas. Ça veut dire on va mettre des restaurants partout, dans toutes les maisons. C'est pour ça que notre quartier devient, comment je vais dire, on ne se sent plus en résidence comme à Westmount, comme à Ville-Mont-Royal. Je comprends pourquoi ils se sont séparés de Montréal. Ils n'ont pas voulu adhérer à la ville de Montréal, Westmount et Ville-Mont-Royal. Si on va pour la zone, pour le restaurant, ils favorisent les promoteurs aux dépens de la qualité de vie des résidents. Et pour avoir 80 couverts et pour que ça soit rentable, alors ils vont ouvrir le restaurant. Je comprends que le restaurant soit bien pour les multifamiliales, pour tous les condominiums, mais à le faire pour l'extérieur aussi, je pense que c'est un peu exagéré. Alors, s'il y a beaucoup de restaurants, comme beaucoup de condominiums, ils ont un petit restaurant, il n'y a pas de problème. Mais qu'ils aient un restaurant ouvert au public, ça c'est un peu trop. Et puis 80 couverts, c'est comme les grands restaurants, la plupart des restaurants d'Outremont, sur la rue Bernard, sur la rue Laurier, n'ont pas autant de couverts, de 80. Puis en plus, ils vont faire une épicerie, une petite épicerie de légumes, de carottes, imaginez. Donc, mon Dieu, c'est devenu un magasin. Tout le monde peut aller acheter là-bas dans la région, dans ces bâtiments, les fruits et légumes. Je ne vois pas de différence avec les autres épiceries qui sont à côté, les petites épiceries. Puis la salle de réception, en troisième lieu, qui est de 800 personnes, qui peut contenir jusqu'à 800 personnes, elle est aussi grande et plus grande que la plupart des salles de réception de notre région. Alors, toutes ces ouvertures, toutes ces nouvelles choses qu'ils veulent faire, il y a donc un va-et-vient continu au niveau de la circulation à côté de nous. D'ailleurs, cette zone est très achalandée déjà. Vous avez l'Université de Montréal, vous avez le terrain de soccer Vincent Dandy, vous avez à côté la faculté de musique, vous avez à côté le pavillon de Marie-Victoria et vous avez à côté le Simpson. Alors, je ne comprends pas comment ça se fait qu'il y a le restaurant, il y a l'achat-épicerie, puis il y a le cellier. Alors, le cellier ouvert 24 heures sur 24, le restaurant jusqu'à 11 heures du soir. Donc, le va-et-vient continue. Et ces gens vont pouvoir donc stationner pour 20-30 minutes. Et les gens de la région qui habitent sur la rue ne pourront plus stationner parce qu'il y a toujours un va-et-vient. Ils ne vont pas utiliser le valet parce que c'est pour le restaurant, mais pour acheter, pour entrer, sortir, ça va être toute la journée. Ce n'est pas possible. Alors, tous les stationnements vont être occupés. Je vous donne... il y a quelque chose qui est choquant. La ville, je ne sais pas si c'est la ville ou le CCU ou je ne sais pas qui, ils veulent conserver les bancs et les meubles de l'église, mais ils mettent de côté les gens. Les bancs sont plus importants que les gens qui habitent dans la région. D'ailleurs, nous autres, à la maison, on voulait changer les fenêtres. Ça nous a pris 3 mois
Ils sont obligés de faire des fenêtres à guillotine. Les fenêtres à guillotine, c'est moins commercial et moins de problèmes que tout le restaurant et l'épicerie qui va être à côté de nous. C'est tout. Je n'ai pas autre chose à dire. D'accord. Est-ce que vous pourriez vous avez parlé du restaurant, vous avez parlé de la salle de réception et de l'épicerie. Est-ce que vous avez une opinion concernant les celliers aussi? Le cellier, c'est un va-et-vient, c'est tout. C'est le va-et-vient seulement. Cellier, c'est un cellier. Mais si je vous comprends bien, votre opposition majeure aux usages qui sont demandés, c'est au niveau de l'achalandage et de la circulation automobile qu'il y aurait? Oui, et stationnement, puis la région devient commerciale. Ça veut dire que la zone est complètement résidentielle. On n'a pas vu ça ni à Ville-Mont-Royal, qui est à côté de nous, ni à Westmount, qui est à côté de nous. Entre les maisons, quelque chose de commercial. Une épicerie, des légumes, des carottes, voyons donc. C'est pas possible. Ça, je voudrais rien que faire. Je sais que c'est peut-être, je outrepasse peut-être mon rôle de faire une rectification, mais ce n'est pas un permis pour ouvrir un commerce comme une épicerie qui est demandé. Mais oui, aux carottes, une ferme. C'est pour avoir une zone qui est à l'intérieur de l'édifice pour pouvoir faire pousser des légumes selon une technique qui est à l'intérieur. Mais ce n'est pas une épicerie comme aller chez vous avez IGA, raison. tout ça. Ça, c'est rien pour qu'on se comprenne qu'on parle de la même chose. Mais ils produisent des légumes, et ces légumes peuvent être vendus à des gens de l'extérieur. Okay. Dans une épicerie, il y a des légumes et des gens de l'extérieur qui viennent acheter. OK, d'accord. Mais à moindre échelle, il n'y aura pas autant de sortes, mais il y aura des légumes comme des petits magasins qui vendent seulement des légumes. Alors eux, ils vont vendre des légumes dans un petit terrain, je comprends, mais c'est un va-et-vient qui va faire de la sorte que les gens vont aller acheter ça. Faire ça pour le bâtiment, je comprends, mais faire ça pour l'extérieur, je ne comprends pas. C'est intéressant, qu'est-ce que vous dites. Je vais rebondir sur qu'est-ce que vous dites. Est-ce que c'est le fait qu'il y a des gens de l'extérieur qui vont venir utiliser les usages qui sont demandés et qui pourraient être ajoutés qui vous dérange le plus, ou est-ce que c'est le fait d'ajouter des usages comme tels? Si on vous disait, c'est rien que pour les gens qui restent là, est-ce que vous auriez la même attitude par rapport aux changements qui sont demandés? Non. Si le condo a son restaurant pour ses résidents, a sa ferme pour ses résidents qui habitent le condo, il n'y a pas de problème. Parce qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent chez eux. Mais ouvrir ça, qui devienne commercial dans la région, notre zone, notre région, notre quartier devient commercial parce qu'il y a un va-et-vient pour utiliser le cellier, pour utiliser le restaurant et pour aller à la salle de réception. Ce n'est pas parce qu'il faut rentabiliser qu'il faut amener les gens de l'extérieur. S'ils veulent ouvrir ça dans les bâtiments, qu'ils l'ouvrent, mais qu'ils n'ouvrent pas ça pour l'extérieur. Donc, ça devient commercial et un va-et-vient continu. J'ai une question pour vous, vous m'intriguez. Vous dites que vous restez dans le quartier depuis une trentaine d'années. Est-ce que vous avez connu l'édifice quand c'était une école? Ou c'était déjà terminé? Quel édifice? L'édifice, le 14-20, est-ce que vous avez connu l'édifice du temps où c'était une école? Oui. Oui, c'est sûr. Okay. Est-ce que vous êtes déjà allé à la chapelle, à la salle? Oui. Oui? Parlez-moi-en donc un peu. Non, mais c'est une très belle salle, oui. Très grande, majestueuse, tout ce que vous voulez. C'est sûr et certain, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème dans ça. Je pense, en fait, ce qu'on essaie de comprendre, c'est beaucoup par rapport à la circulation. Donc, on sait qu'avant le bâtiment, vu que c'était une école, il y avait probablement beaucoup de va-et-vient déjà. Fait qu'on essaie de comprendre, est-ce que c'est quelque chose qui dérangeait déjà dans le temps? Est-ce que... Parce qu'on ne veut pas que notre région soit commerciale et on ne veut pas que notre région soit très achalandée au point de vue un va-et-vient continu dans des résidences strictement unifamiliales. C'est surtout ça. Moi, pour ma part, je n'ai pas d'autres questions. Je pense que ça va. Il y avait quelque chose que je veux vous dire. Ça m'a passé.
Ça me passait à l'esprit. Donc, ça va. Bon. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Mansour. Okay. Merci pour votre participation. Alors, j'appellerai maintenant M. André Denis, s'il vous plaît. Bonsoir, M. Denis. J'ai cru comprendre que votre présentation est accompagnée d'un diaporama qui va accompagner vos propos. Alors, j'ai apporté quelques photos. Le fait qu'on pourra regarder ou non. J'aime bien commencer. Ça disparaît que ça? Oui, parce que j'enregistre ça. Ben moi, je veux lire ça, par exemple. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Merci. Non, j'aime bien voir ce dont je parle. Alors, bonsoir, je vous remercie de m'accueillir. Dans le bref mémo que je vous ai fait parvenir, je traitais de l'importance de référer au sens commun. C'est une notion qu'il faut aborder avec beaucoup de précaution, tant la définition peut varier d'une personne à l'autre. J'ai en mémoire l'épisode où mon regretté collègue, le juge Amédée Monet, siégeant alors en cour d'appel, s'était emporté dans un jugement relatif à l'abbé James, avait affirmé « Aurions-nous perdu tout sens commun ?» La cour d'appel, comme vous le savez peut-être, siège à 3 juges et son collègue dissident, dont je tairai le nom par charité chrétienne, ne lui avait plus adressé la parole pendant le reste de sa carrière. C'est donc avec beaucoup de politesse, évidemment en tout respect de l'opinion contraire, que je traiterai ce soir du sens commun. La maison mère des Sœurs de Saint-Nom-de-Jésus-de-Marie, du 1420 boulevard du Mont-Royal, est un édifice patrimonial d'exception. C'est pour ça que je tenais à le montrer. C'est un endroit merveilleux dont nous souhaitons tous la préservation. Je souligne les efforts remarquables du promoteur pour rénover les lieux et en faire, comme le souligne l'amendement au règlement de zonage de 2010, un lieu à vocation d'habitation multifamiliale. Je dis bien multifamiliale. Je parlerai de la situation actuelle et de celle que nous appréhendons pour l'avenir. Les gens qui demeurent tout près. Je vois la maison, la modeste maison que j'occupe, tout près de ça. Alors, mon point de vue est celui de l'humble voisin qui subit depuis 5 ans les affres d'un chantier de construction. Les photos que j'ai apportées, vous les avez vues, je pense, je pourrais les montrer, c'est le chantier de construction de la semaine dernière. Parce que si on pense que c'est terminé, ce n'est pas tout à fait terminé. Nous vivons au cœur d'un chantier qui n'en finit plus de finir. Dynamitage, creusage dans le roc, circulation permanente de machinerie lourde, bruit incessant, poussière, des bruits de toutes sortes, stationnement extérieur monopolisé. Et tout cela sera encore présent pour les 2 prochaines années. Bon, on vous dira que le chantier est presque terminé. N'en croyez rien. L'immeuble est inhabité et inhabitable. Ceux et celles qui ont le courage d'y résider doivent le regretter. Un ouvrier me disait la semaine dernière qu'il y a une couple de logements qui sont occupés. On a peut-être un peu plus, mais à regarder le soir, on se promène, de voir toutes ces fenêtres ouvertes, non placardées, pas de rideaux. Ça ne doit pas être tellement habité. Mercredi dernier, à 5h45 du matin, on est venu, comme à l'habitude, remplacer le conteneur à matériaux secs devant l'immeuble. Vous voyez, vous le verrez tout à l'heure dans les photos qui suivent, si j'ai le temps de vous les montrer. Alors, et il est situé devant l'immeuble et devant notre maison. Alors, il était 5h45 le matin. Le conteneur de 30 pieds de long nécessite un aller-retour de 45 minutes dans un bruit de crissement de métal et de béton saisissant. Je rappelle pour mémoire qu'une pancarte sur le chantier interdit aux travailleurs tout bruit avant 7h30. Mais dans le contexte actuel, les transports se font aux aurores. Et cette consigne de pas de bruit avant 7h30 n'a jamais été respectée. À 6h, les gens sont déjà là. Bref, nous sommes au cœur d'un quartier résidentiel, adossé à la montagne, qui a été défiguré depuis 5 ans et qui le sera pour 2 autres années, et qu'on propose de rendre commercial de façon perpétuelle. Je rappelle que le zonage est résidentiel. Je me répète, mais il me semble qu'on l'a peut-être un peu oublié. Le chantier a créé une façon de faire qui ne ressemble pas à la vie de quartier résidentiel. Et je parle depuis 5 ans. La circulation est dense. Le stationnement à compter de 6h30 dans toutes les rues avoisinantes, je les montrerai tout à l'heure si vous voulez, est absolument inexistant. Le bruit est permanent.
Personne ne respecte les signaux d'arrêt, non plus que la limite de vitesse ou la priorité aux piétons, ce qui est pourtant la règle à Outremont. Ai-je besoin de rappeler que nous sommes dans un quartier résidentiel avec une garderie à 100 mètres, elle est juste à droite. Il est vrai qu'on voit des convois d'enfants de la garderie déambuler à travers les camions à tous les jours ou des filles en uniforme du pensionnat voisin. Mais eux et elles ne font pas de bruit. J'avais rencontré la directrice des ventes du projet en 2020, une personne charmante, pour lui demander à tout le moins de gazonner les lieux pour que ça soit plus beau et moins poussiéreux. Elle m'avait assuré qu'elle le ferait, ce qu'elle a fait au printemps suivant. Et elle m'a assuré aussi que les travaux seraient terminés au printemps 2021 pour la rentrée de tous les locataires, pas locataires, tous les propriétaires. Printemps 2021. Bon, remarquez que ça fait plusieurs années qu'on le promet, mais elle l'avait promis pour le printemps 2021. Revenons au cœur de la question. On veut modifier le zonage à vocation d'habitation multifamiliale pour ajouter 4 nouvelles vocations. Un restaurant de 520 mètres carrés, une salle événementielle de 800 places dans la chapelle pour les mariages, vernissages, concerts et autres événements du genre, ce qui permettrait à la population de voir ce chef-d'œuvre architectural, nous dit-on. On pourrait peut-être le voir d'une autre façon en faisant des visites guidées de la chapelle, mais pas en faisant une salle de réception de 800 personnes. On ajoute aussi une ferme urbaine pour approvisionner le restaurant et les résidents, une cave à vin pour les résidents et le public en général. Aurions-nous perdu tout sens commun? Et c'est là que je pose la question. Ce qu'on demande sans le dire est de rendre le quartier commercial. Si nous avions voulu demeurer rue Van Horn, on l'aurait fait. Alors nous voulons habiter alentour du 1420 boulevard Mont-Royal. Je suis étonné qu'on ait vendu des condominiums aux acheteurs il y a 5 ans en promettant un restaurant dans l'immeuble alors que le zonage l'interdit. Pour ce qui est de la ferme urbaine, voilà bien une proposition alléchante et dans l'air du temps. Elle n'en est pas moins irréaliste et il s'agit carrément d'un usage commercial. Je n'ai jamais de téléphone. Je déteste le téléphone. Je ne sais pas comment le fermer. C'est ma femme qui est responsable de ça. Ça va être ici. Alors, je suis étonné qu'on ait vendu des condominiums aux acheteurs il y a 5 ans en promettant un restaurant dans l'immeuble alors que le zonage l'interdisait. Pour ce qui est de j'ai dit la ferme urbaine, excusez. Alors, pour ce qui est de la ferme urbaine, voilà bien une proposition alléchante et dans l'air du temps. Elle n'en est pas moins irréaliste et il s'agit carrément d'un usage commercial. Enfin, la cave à vin publique est un usage on ne peut plus commercial. Pour ces 4 usages, on est en droit de demander 2 choses. Où passeront les camions chargés des livraisons des événements à 800 personnes, du restaurant, de la ferme, de la cave à vin? Actuellement, ils passent soit par le boulevard Mont-Royal, à flanc de montagne, soit par la rue Coursolette, tout près de chez moi, soit par la rue Belleuil, tout près de chez moi. Toute artère résidentielle où vivent de jeunes familles, une multitude d'enfants. Je suis surpris de voir le nombre de jeunes familles et de jeunes enfants dans ce coin-là. Je ne parle pas des personnes âgées comme moi, nous autres, c'est autre chose, mais il y a beaucoup de jeunes. Mais il n'y a plus encore. Où stationneront les véhicules de toutes les personnes qui fréquenteront les lieux? Je ne parle pas des familles qui visiteront à raison les résidents du 14-20. Ils ont le droit d'aller voir leurs parents qui ont eu la chance d'avoir un beau condominium. Je ne dis pas les enfants ne doivent pas être là, à moins que leurs parents leur aient payé Enfin, nos enfants, à nous, ne peuvent plus stationner le véhicule dans le quartier depuis 5 ans. Ils ne peuvent pas venir voir leurs vieux parents et stationner devant. Il n'y a pas de place. Il n'y a jamais de place. Du lundi matin à 6 heures jusqu'au samedi aussi, parce qu'il y a des gens qui travaillent le samedi. Les promoteurs affirment que 32 places de stationnement sont réservées aux visiteurs des événements prévus à l'amendement de zonage. Est-ce sérieux? Le comité Jacques Vigée proposait de s'assurer de l'acceptabilité sociale des amendements proposés. Vous l'avez vu. Le journal d'Outremont qui rapportait les faits... Excusez-moi. Je pense que Madame va intervenir et puis je voulais vous préciser qu'il vous reste 2-3 minutes. Est-ce que ça va être assez? J'ai calculé, ça va être fini. Parfait, d'accord. Le journal d'Outremont qui rapportait les faits de la séance d'information du 7 novembre dernier sur la consultation publique de ce projet d'amendement faisait dire au maire de l'arrondissement, Laurent Desbois, on dénaturerait le quartier potentiellement et donc ce droit d'usage n'est pas acceptable dans ce quartier totalement résidentiel. Nous changerions sans contrôle la vocation de ce quartier. Bref, selon M. le maire, on dénaturerait le quartier et on changerait la vocation résidentielle. Que dire de plus? Qui sommes-nous pour nous substituer aux élus? Et je termine. Les membres du comité consultatif d'urbanisme et du comité Jacques Vigée du patrimoine ont sans doute étudié ce projet de bonne foi, mais il leur manque la présence sur le terrain que nous vivons intensément depuis 5 ans pour réaliser que ce projet d'amendement change dramatiquement la nature du quartier et ne rencontre aucune acceptabilité sociale.
Le maire de la ville est contre le projet. Les citoyens du quartier sont contre le projet. Et le sens commun veut qu'il soit abandonné. Je vous remercie de votre invitation. Je vous souhaite un délibéré fructueux. Si vous voulez voir quelques photos, je les fais passer en série. Comment ça fonctionne? Nous, on a consulté votre mémoire et on a vu que les photos témoignent en fait de la situation actuelle que vous déplorez et vous n'êtes pas le seul. Et pour les 2 prochaines années. Je vous le concède. 2 secondes. Il encore 30 secondes? Oui. Bon, ici. Ça, c'est dans chez nous. Ça, ce sont des débris. Des plastiques dans les arbres depuis 2-3 ans. Ça, c'est le stationnement tous les matins à partir de 7 heures. Ça, c'est le côté. Ça, c'est les... Quand on dit que c'est habité, là, il faut le faire. Alors, tout ça, ce sont les environs chez nous. Ça, c'est une scie. Je vous invite à voir qu'est-ce que ça fait comme bruit, ça, de ce temps-là. Vous avez le conteneur, il est juste au pied de ça. Tout ça, c'est des fenêtres qui sont ouvertes. Alors, voilà. C'est dans ce qu'on vit. Et c'est pourtant un endroit merveilleux. Je vous écoute. Absolument. Le sens commun. Oui. Le sens commun. Il faudrait s'entendre déjà sur une définition du sens commun. Vous en avez donné la vôtre, naturellement, mais il y a toute une réflexion à passer sur ça. C'est pour ça, d'ailleurs, que mon collègue Amélie Modeste s'est fait rabourouer par son collègue qui disait qu'il ne parlait pas du même sens commun. Dans votre mémoire, vous parlez du plan de gestion des activités du bâtiment et plus précisément de la chapelle, je crois. J'ai compris dans votre opinion qu'une salle de réception avec le volume de 800 personnes, qui est celui qui est déterminé selon le code de bâtiment, et j'imagine que du temps des religieuses, il devait y avoir certainement 800 personnes. Du temps des religieuses, c'était comme le collège Notre-Dame actuellement, ou le pensionnat à côté. Oui, le matin, exactement. Les parents viennent conduire les enfants, Oui. venir chercher à 4 heures. Oui, mais dans la salle comme telle, dans la salle dans la chapelle, c'est sûr qu'il y a une capacité, mais on s'entend que ce n'est pas le même usage qui était fait à l'époque. Quel serait le plan de gestion des activités de la chapelle si on vous donnait carte blanche pour faire le plan de... Faire des visites du patrimoine de temps en temps. Si vous avez invité d'ailleurs ces gens-là, ils nous auraient... Si c'était mis pas à dos, mais près d'eux, les gens du secteur, nous faire visiter la place un peu. Moi, la chapelle, je ne l'ai jamais vue. Je suis allé au collège Sainte-Croix. Je n'ai pas, pas visité l'école Sainte-Croix. C'est un collège, je ne suis pas allé là. Je ne l'ai pas vu. J'imagine que ça va être très beau, mais c'est pas ça. Là, je pense qu'on se méprend. Si la chapelle devient ce qu'on veut en faire, ça devient un usage commercial. Ça n'a pas de bon sens. C'est invivable. C'est pour ça que j'ai parlé de ce qui était actuellement le chantier, mais on va le prolonger. Où vont passer les camions de la SAQ qui vont apporter le vin, qui vont apporter un événement de 800 personnes? Un mariage où les jeunes filles du pensionnat d'à côté décident de faire leur bal, là, ce qui est tout à fait raisonnable. Il va falloir apporter des tables, il va falloir apporter des nouvelles choses. Ça va être, si j'étais eux autres, là, à 250 $ du couvert, c'est ce que ça vaut dans un endroit comme ça. Vous avez 800 places, vous rentabilisez ça au maximum et on essaye d'en faire 50, 60, 100, 200 par année si c'est possible. Il y aura du monde tout le temps. Mais il y a déjà du monde tout le temps. Si mes enfants demeuraient là, j'irais les voir. Si je demeurais là, mes enfants veulent venir me voir, ils viennent, ils ne peuvent pas. On ne peut pas faire de la chapelle un espace commercial. On ne peut pas faire une ferme. Ça aussi, vous n'avez peut-être pas consulté tous les marchands des environs qui viennent de perdre d'éventuels clients. Je trouve que c'est une compétition qui est déplacée. Mais enfin, ceci étant, ce que fait ce projet-là, il fait du secteur que vous voyez là, qui est magnifique, il fait un domaine commercial. On n'est pas venu là pour avoir un domaine commercial. Je vous dis, on s'est allé sur Van Horn. Il y en a actuellement des constructions sur Van Horn. Qu'on aille là, mais qu'on ne vienne pas ici. Les 4 projets sont 4 projets commerciaux. S'ils avaient... non, ce sont 4 projets commerciaux. Et le zonage devient commercial. Et il se crée une mentalité. Les gens se disent, j'ai le droit d'aller là, je stationne n'importe où, je monte un petit peu sur le trottoir. Malheureusement, la nature humaine étant ce qu'elle est, on monte un peu sur le trottoir, on bloque un peu l'entrée, on ne peut pas sortir notre voiture du stationnement. C'est ça qu'on vit depuis 5 ans. Quand je parle de sens commun, je suis venu vous parler simplement de la difficulté et de la dureté de ce qu'on vit depuis 5 ans. Qu'est-ce que j'entends derrière vos commentaires, c'est que vous craignez
sur la base du passé naturellement aussi, et c'est normal que ça entretienne nos perceptions, de perdre un certain contrôle, qu'une fois des usages permis, il n'y ait pas de balises pour les encadrer? Je ne crains pas. Je sais. Avant d'être juge, j'étais 20 ans avocat en droit municipal. Je sais, j'ai fait des procès pour ces choses-là tous les jours, tous les jours. C'est comme ça, c'est comme ça. La nature humaine est ça. Ça devient commercial, ça va être un commerce. Regardez simplement les gens se promener là-dedans. Il y a des arrêts, tout le monde roule très lentement. Actuellement, les camions des 18 roues, des 50, des trains routiers, ça passe là-dedans. Ils ne sont pas habitués, puis ils n'ont pas le goût d'arrêter leur camion. Ils n'arrêtent pas. Madame la commissaire, avez-vous d'autres questions? Oui, une petite de suivi. Parce que là, on parle beaucoup d'automobiles. Disons que dans un monde idéal, on aurait des gens qui viendraient à pied ou dans des transports actifs. Est-ce que le fait que ça soit un usage commercial vous dérangerait autant ou c'est vraiment lié à la voiture puis à la place que la voiture a? Avec infiniment de respect, c'est de l'angélisme. Les gens ne se déplacent pas. C'est non, de l'angélisme. Il y a 32 places ouais. de stationnement. Et les gens qui vont venir, si j'ai de jeunes enfants qui sont là, moi, puis que j'ai un âge vénérable, je vais y aller en voiture, je vais y aller à pied. C'est pas loin, je vais chez mes fils à pied. Ils viennent chez nous à pied. Ils sont dans Outremont aussi. Mais c'est de l'angélisme. Et qu'est-ce que vous faites des camions qui vont livrer? Il faut à tous les jours livrer des choses pour la ferme, pour le restaurant. On les voit, les camions, là. Il n'y a pas de kit de débarquement. À ce que je sache, là, ils vont en mettre, j'imagine. Là, il n'y en a pas. Et il va y avoir 150 personnes qui vont venir bientôt déménager. Et il va y avoir 150 personnes qui vont venir de chez Bro et Martineau, ou de chez Porte-Fauteuil, de chez Roche-Beaubois. C'est normal, c'est la vie, ça. Il y a 150 personnes, il y a 150 logements dans ça. Ça va être si vous en faites en plus un usage commercial, ça va être invivable. Et vous allez, d'ailleurs, s'il y a un référendum, ça ne passera jamais. À moins qu'on le fasse sur l'ensemble de la ville de Montréal, ça n'intéressera personne. Mais si vous ouvrez un registre et vous livrez dans le quartier, c'est évident qu'on va avoir les nombres de signatures nécessaires. Et c'est évident aussi que les gens vont voter contre. C'est pour ça que les promoteurs devraient s'asseoir tranquillement pour essayer de trouver une solution. Mais là, on en demande tellement que les gens sont furieux. Avec raison. Parce que c'est pas rien de faire 7 ans dans ce... Moi, j'ai des personnes âgées, je dis ça m'amuse, je suis moi-même une personne âgée, mais je trouve que les autres sont plus âgés que moi. Les personnes âgées à côté qui balayent leur entrée, qui essayent, ils font attention à leurs choses. C'est effrayant. Avez-vous déjà vu ce que ça fait un camion qui recule? Il y en a des dizaines. Là. Le bruit que ça fait, c'est à 6 heures le matin. C'est inimaginable. Cette semaine, là, le camion qui a retiré le conteneur, là, une pure beauté. Ça a réveillé ma femme. Ça me rend furieux. Parce que ma femme est guide bénévole au Musée des Beaux-Arts depuis qu'elle n'est plus directrice d'école. Elle se rendort pas. Moi, je me rendors très bien. Mais de la voir pas se rendormir, ça me met hors de moi. Parce que c'est pas correct. Maintenant, pourquoi le camionneur vient à 5 heures du matin? Parce qu'il y a bien du monde, puis ça va être comme ça. C'est pour les 10 prochaines années, il y a beaucoup de circulation. Ils vont tous venir à 5 heures du matin. Merci beaucoup, M. Denis, d'avoir partagé vos opinions avec nous. Ça me fait plaisir. Je vous demanderai, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je vous demanderai Je comprends que c'est un débat qui vous passionne et qui vous interpelle au premier chef, mais je vous demanderai de garder vos applaudissements, s'il vous plaît. On essaye de garder un certain décorum et une certaine... S'il vous plaît. J'appellerai la prochaine personne, c'est Mme Isabelle Côté-Dubé. Est-ce que vous avez une présentation pour accompagner? Parfait. La parole est à vous, madame. Merci. Donc, cher commissaire, premièrement, je veux juste vous aviser que c'est grâce aux efforts de citoyens et de certains résidents que j'ai été informée de la proposition de changement de zonage ou d'ajout aux activités permises par le projet du 1420 boulevard Montréal. Je m'exprime aujourd'hui, comme plusieurs résidents, en fait tous les résidents à qui j'ai parlé, contre tout projet d'exploitation de nature commerciale à flanc de montagne dans ce quartier résidentiel, donc pour les 4 usages. J'ai d'abord épluché les travaux, les études, les interventions disponibles dans le cadre de la consultation publique et j'ai rapidement noté quelques éléments qui démontrent une incohérence flagrante entre les différents documents ou les représentations, ce qui est franchement très inquiétant. Je vais vous donner des points de référence, vous pourrez y retourner.
Donc, le vidéo 1 de l'Office de la consultation publique, à la minute 18:35. Quand on mentionne poursuivre les actions visant l'acceptabilité sociale du projet, il m'est important de mentionner qu'aucune action n'a été posée et l'acceptabilité sociale est tout simplement inexistante. Nous avons eu tellement de problèmes depuis la venue de ce promoteur qui n'a démontré aucun respect pour la communauté, tant et si bien que l'Ombudsman a été impliqué pendant 2 ans dans le projet. Donc, rien ne nous indique que ceci va changer. De plus, dans les recommandations du comité mixte d'avoir un plan de gestion des activités, il est clair que ceci n'a pas besoin d'être respecté, donc une demande pour se donner bonne conscience, mais qui ne résultera en rien. Minute 31:45. Concernant la salle des événements, on dit qu'on parle essentiellement de la chapelle, mais il a été question de d'autres espaces entourant la chapelle qui ne sont pas prévus faire partie d'usage en tant que tel pour l'instant. Ce qui implique qu'il pourrait y avoir d'autres espaces connexes à la salle de réception exploités commercialement. On parle ici d'une capacité maximale, ce qui veut dire possiblement maximale, de 800 personnes ou plus, dans un contexte d'exploitation commerciale à Outremont, en flanc de montagne, dans un quartier résidentiel, encore une fois, inacceptable et impensable. À la minute 32, on mentionne des événements ponctuels 4 à 6 fois par année. Tout cela ne semble être qu'une mascarade et une tactique pour faire accepter sous de faux chiffres un projet qui peut avoir des conséquences désastreuses. Ce n'est en aucun cas un engagement du promoteur et ceci ne veut rien dire. Au contraire, le potentiel d'un tel lieu exploité de manière privée pourrait être énorme, mariage, réception, gala, soirée, etc. Quiconque obtiendrait l'autorisation d'exploiter fera tout pour le faire de façon récurrente car il y a possibilité d'enrichissement ici. Même que la deuxième vidéo, à la minute 29:50, indique que c'est entièrement le choix des copropriétaires et qu'il pourrait y avoir 10 événements par année, donnés comme exemple. Ne soyons pas dupes, on s'apprête à ouvrir une véritable boîte de Pandore avec des chiffres en ce moment qui sont même incohérents. Minute 42:45 du premier vidéo. Pour les usages incluant le restaurant et la salle de réception, les impacts ont été jugés négligeables avec peu ou pas d'impact. Par contre, j'ai aussi consulté l'étude elle-même et ce n'est pas exactement ce qu'on y retrouve. L'impact de la salle événementielle, selon CIMA+, n'est pas pris en compte. Évidemment, quand on omet le calcul de l'impact de la salle de réception, comme le fait l'étude, c'est facile de conclure qu'il y aura peu d'impact. Les manœuvres me semblent tout à fait malhonnêtes et présentent des conclusions qui sont incomplètes ou fausses. Minute 43:10, encore une fois, on mentionne peu ou pas d'impact, alors que l'étude CIMA+, elle-même indique qu'il est donc convenu que la génération de déplacement aux heures de pointe est négligeable sur le réseau limitrophe. Le problème n'est pas aux heures de pointe. Sérieusement, c'est une insulte d'essayer de nous faire passer quelque chose d'aussi flagrant. Et on ne voit pas les conclusions en annexe pour les données de la salle. Minute 48, toujours vidéo 1. En réponse aux commentaires du comité mixte, il est clair que le promoteur se garde une porte de sortie pour se dégager de toute responsabilité. On mentionne que le tout n'est pas défini avec précision, car les locataires ne sont pas encore tous identifiés. Il est donc impossible de valider et d'approuver sans un engagement complet de tous. Et je me demande, en ce moment, on mentionne dans le vidéo que les condos sont vendus à 60%. Donc, pourquoi il n'y a pas de transfert vers le syndicat dans ce processus-ci? Pourquoi on retarde ce processus alors qu'on présume que les résidents sont au courant, mais plusieurs d'entre eux à qui on a parlé ne sont pas d'accord et ne sont pas au courant? On mentionne que les gens iront au restaurant ou à la salle d'événement en utilisant le REM. On parle d'une clientèle qui ni du genre d'événement qui se déplacera en transport en commun. Je ne suis jamais allée à un gala en REM et je n'irai pas à un mariage en REM. Vidéo numéro 2. On mentionne qu'il pourrait y avoir une portion pour emporter traiteur. On parle donc d'un flux additionnel de gens de l'externe potentiellement. On parle aussi d'une autre forme d'exploitation commerciale à flanc de montagne. Ce n'est pas acceptable. Et ça prouve que les mauvaises surprises font surface sans arrêt. Minute 11:30, on mentionne qu'il n'y aura pas d'heure limite d'exploitation du restaurant et donc, une fois le permis émis, le promoteur pourra offrir, et je reprends vos mots, Madame la Présidente, une panoplie d'horaires variés. Même si, selon l'arrondissement, il y a un règlement sur les nuisances, les individus qui seraient interpellés, si jamais la sécurité ou la police arrivait à temps lorsqu'ils nous réveillent à 2 heures du matin en sortant de la salle, ne seraient vraisemblablement pas les mêmes à chaque fois. On parle ici d'un extraordinaire potentiel de dépassement des règlements, sans aucun contrôle par une clientèle qui change à chaque jour ou pour chaque événement.
Encore une fois, on s'apprête à ouvrir une boîte de Pandore et à créer un précédent bien dangereux pour la ville. Minute 14:40. Le fait que le promoteur dit ne pas envisager d'autres occupations pour cet espace ne veut pas dire qu'il ne convertira pas cet espace ultérieurement. Cette éventualité est très préoccupante. Pourrions-nous nous retrouver avec un bar ou un autre type d'établissement qui viendrait davantage créer de nuisances et mettre à risque notre sécurité? Nous savons qu'il y a eu malheureusement un meurtre dans l'arrondissement dans les derniers jours. Alors, de savoir qu'il y a 800 personnes qui sortent d'une soirée, qui vont se promener dans la montagne ou qui déambulent dans nos rues n'a rien de rassurant. Minute 25. Il n'y a pas de capacité maximale pour la salle événementielle autre que le cadre du bâtiment. Donc, cela pourrait déborder à d'autres espaces et la capacité pourrait être augmentée de façon créative. Surtout si je comprends bien que seulement 50% de l'édifice est résidentiel et que le reste est des espaces communs. On parle ici, au final, d'une capacité monumentale. Minute 36. C'est une petite remarque, mais quand même, ça fait juste encore une fois prouver qu'il y a de l'incohérence. On mentionne 27 plus 6 cases de stationnement à certains endroits et 27 plus 14 cases de stationnement à d'autres endroits, qui est, on s'entend, très loin de couvrir les capacités du restaurant ou d'une salle de 800 personnes. Minute 39. Pour la première fois, on indique la possibilité d'un brunch le samedi et le dimanche. Donc, pas un usage uniquement en soirée, comme mentionné précédemment. Est-ce que ceci implique la possibilité d'avoir plusieurs services le midi et le soir? Donc, 2 brunchs le midi, 2 brunchs le soir, 7 jours par semaine, et d'augmenter davantage la capacité. On mentionne également un restaurant lounge. Est-ce que ça veut dire qu'un lounge pourrait être exploité dans l'espace du restaurant? Ceci soulève encore une fois la question du changement de fonction dans le temps. On demande un usage commercial pour le cellier, donc page 15 du document proposé par M. le promoteur, alors qu'on mentionne, en page 4, on mentionne l'usage commercial, alors qu'en page 15, on indique que c'est destiné seulement aux propriétaires du condo. Pourquoi demander un usage commercial? Donc, je me répète, ceci est très inquiétant et je ne comprends pas qu'on puisse envisager une telle exploitation de nature commerciale à flanc de montagne, aux abords d'un parc public prestigieux, dans un quartier résidentiel, alors que nous savons très bien que nous n'aurons aucun contrôle sur les heures, sur la capacité et quoi d'autre. C'est un chèque en blanc. Pour les résidents, nous allons avoir perte de jouissance de la vie, perte de valeur de la maison, risque pour la nature environnante et dégradation, risque pour la sécurité des résidents et risque de dégradation de la chapelle. Je veux juste terminer en vous disant que les Amis de la montagne ont été informés pour la première fois dans les derniers jours de cette consultation publique. Ils n'ont pas eu le temps d'en prendre connaissance, mais ceci ressemble énormément à ce à quoi ils s'étaient opposés pour le pavillon sur le Mont-Royal lorsqu'ils l'ont fait fermer. Alors, en ayant quelques discussions avec eux, a priori, d'avoir une capacité de 800 personnes, ce n'est pas du tout ce qu'ils voulaient dire lorsqu'ils ont demandé que la chapelle reste un accès public. C'est des risques, encore une fois, pour l'environnement et pour la dégradation de la chapelle. Ils ne veulent pas que des gens puissent errer dans les environs de la montagne à des petites heures du matin. Donc, ce que je vous demanderais aujourd'hui, j'ai fini mon opinion, mais c'est juste de leur laisser un peu de temps pour pouvoir vous envoyer leur opinion parce qu'ils ont pris connaissance juste il y a quelques jours. On l'a reçu. Ah, OK, on parfait. l'a reçu en fin de semaine. Super. Et on en a pris connaissance, effectivement. Parfait. Vous avez abordé la question de la conservation de la chapelle et de l'accessibilité. Pouvez-vous me donner votre opinion à ce sujet-là particulièrement avant qu'on continue sur d'autres sujets? Pouvez-vous être plus précise? L'accessibilité, un des motifs pour lesquels on demande un usage de salle événementielle pour... La demande est faite pour l'usage de salle événementielle, c'est pour accroître l'accessibilité du grand public à la salle. Grand public. Pourriez-vous me dire qu'est-ce que vous en pensez? Ben, c'est définitivement pas ça. Mm-hmm. C'est pas l'allocation d'une salle de réception qui va coûter des dizaines et des dizaines de milliers de dollars pour enrichir certaines personnes. C'est pas non plus... En fait, il y a personne qui va... Oui, les gens vont aller dans une salle, ils vont trouver ça bien, mais ça va probablement être tellement décoré et tellement rempli de tables ou de choses que les gens la verront même pas. Donc, je peux pas vous dire. C'est pas... Moi, je ne suis pas experte là-dedans, mais ce que je peux vous dire, c'est que ce n'est pas une salle de réception à 800 personnes. 800 personnes, c'est énorme. 800 personnes, c'est quoi? Il y a un match de foot qui se termine et on fait un après-match là-bas. 800 personnes, et des mariages de 800 personnes, c'est énorme.
Donc, ça va être d'autres événements. Ça va être des galas, ça va être des trucs. Et ce n'est pas un accès public. Est-ce que c'est, je dis n'importe quoi, est-ce que c'est un après-midi de faire un concert de l'Université de Montréal pour le public avec des billets qui sont vendus au public en général, pas un public restreint, à un coût de, je ne sais pas, 40 $, 50 $ comme un spectacle? Pourquoi pas? Ce n'est pas ma place de dire ce que c'est qu'un usage public. Ce que je peux vous dire, c'est que ça, ce n'est pas un usage public tel qu'il était désigné à la base et tel qu'il avait été demandé. Vous demeurez dans le quartier. Oui. Vous êtes une voisine. C'est clair que c'est un sujet qui a été beaucoup discuté dans les rues du voisinage. Est-ce qu'il y a, parmi les 4 usages qui sont demandés, des usages qui répondent à des besoins ou que des voisins pourraient considérer comme « Ah, ça, par contre, ça m'intéresserait ». Votre feeling, là. Je vais reposer votre question autrement. Parce qu'en fait, ce qui est préoccupant, l'usage de la ferme, honnêtement, je trouve ça à la limite louable. Ce qui est préoccupant, c'est l'usage commercial. Parce qu'à partir du moment où il y a un permis qui est autorisé, il n'y a plus aucun contrôle et on sait, de par notre expérience passée, que les gens qui sont impliqués dans le développement du projet vont essayer de trouver tous les loopholes possibles pour arriver à leur fin. Donc, ce que je vous dis, je rephrase votre question, ce n'est pas contre les usages en soi, c'est en fait contre les 4 projets en soi, c'est contre l'usage commercial. Donc, aucun usage commercial ne doit être autorisé. Vous préconisez un principe de précaution dans ce sens-là, étant donné le manque de balises que vous percevez qui pourrait... Pas que je perçois, qui a été confirmé par l'arrondissement, qui a été confirmé par l'ombudsman dans l'implication du dossier par le passé, qui a été confirmé par un expert légal qui vient juste de passer avant moi. Donc, je veux dire, c'est confirmé. Il y a un manque de balises et l'arrondissement l'a même dit en consultation publique. Moi, merci pour la date. J'ai plus de questions sur le processus avec l'Ombudsman. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Comment... Oui. Bien, écoutez, ce que je peux vous dire, c'est que ça a été un dossier dans lequel ils ont été impliqués pendant 2 ans. Je vous invite à aller voir le rapport qu'ils ont publié. Je pense que les conclusions sont assez claires. Je pense que, justement, ils mettent de l'avant la problématique qu'ils ont vue à partir du moment où l'arrondissement a essayé d'intervenir et à partir du moment où ils n'avaient plus vraiment la possibilité de le faire parce qu'ils avaient octroyé un permis trop rapidement et mal encadré. Donc, je vous invite, je ne sais pas si je peux commenter là-dessus, mais il y a certains éléments qui sont publics que vous pouvez aller voir. D'ailleurs, il y a des extraits du rapport de l'Ombudsman qui ont été cités dans certaines opinions qui nous ont été transmises. OK. Tant mieux. Oui. Autre question? Je pense que c'est bon. Merci. Puis, juste pour revenir peut-être à ce que vous avez dit, vous avez beaucoup parlé de trafic, les nuisances de trafic et tout ça. Oui, il y a des nuisances de trafic, mais encore une fois, qui sont énormes, là, mais encore une fois, puis vous parlez de l'école, du avant-après, ce qui n'a absolument rien à voir. On parle d'heures où les gens vont à l'école, pas d'heures où on dort à 2 heures du matin, on se fait réveiller, ou à 11 heures le soir, ou à minuit. Donc ça, c'est vraiment 2 choses très distinctes. Donc l'école, il n'y a pas d'école le samedi, il n'y a pas d'école le dimanche, on peut se reposer. L'école, c'était un drop-off, c'était pas non plus des gens qui sortent. Et s'il y avait des problèmes, on le savait qu'il y avait une certaine responsabilité de l'établissement de s'assurer qu'il allait avoir quelque chose qui allait être fait. S'il y avait des jeunes qui allaient dans la montagne et qui, je ne sais pas, faisaient des bêtises ou peu importe, il y avait une responsabilité, on savait qu'il allait avoir quelqu'un qui allait prendre charge. Ici, je l'ai dit plusieurs fois, mais c'est la boîte de Pandore. Il n'y a plus aucun contrôle, il n'y a plus aucun... donc, c'est absolument impensable qu'il y ait un usage commercial qui soit autorisé, qui pourrait découler sur d'autres usages commerciaux par des façons un peu créatives. On vous remercie énormément pour votre présentation. À vous. Merci. Rendez la vie difficile. Alors là, nous avons notre 4e intervention ce soir. J'appellerai M. Tony Frère. J'espère que je dis bien votre nom. Oui.
D'accord. Un ancien mot français qui est devenu un nom irlandais. Ah bon, c'est comme ça. Eh bien. Les Vikings, les Normands. Alors, Monsieur Fresne, on vous écoute. Est-ce que vous avez une présentation vidéo? Non? Non. Non. Vos oreilles sont à vous. Bien? On entend bien, monsieur? Parfait. Parfait. Bon. Allez-y. OK. Mais je vais utiliser la courte mémoire. Nous avons inclus ma femme qui est ici et moi-même. Nous l'avons lu, d'ailleurs. OK, mais merci. Excusez la répétition, mais je veux repasser là-dessus et ajouter certains commentaires ou certaines emphases et ouvrir la porte à des questions. Allez-y. Mais je viens de vous faire part de notre préoccupation comme propriétaire. Notre maison était quasiment sur le diapositive que nous avions il y a 15 minutes. Selon tout, mais je dois d'abord remarquer que je partage énormément les opinions qui ont été exprimées déjà ce soir par mes prédécesseurs. C'est difficile à suivre et mais je les partage. Ils sont plus compétents que moi. Mais selon toute indication, et nous sommes au courant que depuis 3 semaines de la modification demandée, disons c'était une grande surprise pour nous et pour certains de nos voisins aussi. Tout d'un coup, on a ça qui paraît névralgique. Mais les usages proposés sont fort susceptibles de devenir des activités commerciales. Et en fait, il n'y a aucune activité en soi qu'on dirait, c'est juste ça qui est important, c'est qu'ils sont tous potentiellement commerciaux. Et en fait, dans le cas du cellier, je pense que c'est dit tel quel que c'est commercial. Mais aussi la taille du nouveau restaurant qui a déjà été remarqué, pas mal grand. J'imagine qu'il y a des règles de pouce pour des condominiums, combien de clients peut avoir parmi les résidents. Et il me semble que le nombre prévu dans les chiffres qui ont été mis sur la table sont très supérieurs à ça. La mention d'événements, très névralgique parce que c'est mal défini qu'est-ce qu'ils seront ou comment ça pouvait évoluer. Et avec une capacité de 800 personnes, c'est peut-être pour les mariages indiens, je ne sais pas, c'est les seuls, à ma connaissance, qui sont si grands que ça. Donc, tous ces chiffres sont vraiment disproportionnés dans le cas d'un immeuble résidentiel de 150 logements avec 300 places de stationnement. En outre, selon la publicité du promoteur lui-même, il y a un restaurant compris dans le plan de la reconstruction actuelle et des aides communes pour les résidents. Et on peut se poser la question si une activité sera émise avec le zonage actuel qui est dit pour celle-là, pourquoi on a besoin de demander un ajout d'usage et potentiellement ouvrir la porte au zonage commercial, en fait. Et j'arrive là à notre grande préoccupation, que nous sommes surtout préoccupés que cet ajout d'usage constitue de fait une demande dissimulée de modifier le zonage en commercial plutôt que le laisser en résidentiel. Ça serait très logique, très cohérent, plutôt plus tard. Un tel changement pour nous n'est pas souhaitable d'aucune manière. Le zonage commercial rendrait impossible le contrôle de modalités telles la fréquence des événements, les heures d'ouverture ou l'identité de futures entités commerciales. Je sais que dans les séances d'information avant, le promoteur a donné des idées quels événements il y aura. Mais si on est dans un zonage commercial, c'est quoi qui peut le contraindre à ça? Et s'il a payé de l'argent et il a un objectif de rentabilité qui est tout à fait normal, mais il va dire le plus d'événements que je peux avoir, le plus que je veux faire d'argent,
le plus mes actionnaires seront contents de moi. Même chose pour le restaurant. Les heures d'ouverture sont préoccupants aussi à cet égard. Disons, un événement comme un mariage qui pouvait continuer jusqu'à tôt le matin serait plus attirant que quelque chose qui est plus très limité. Et si c'est zone commerciale, si je comprends bien, on n'a pas un contrôle. Peut-être on a le promoteur actuel qui fait des promesses verbales, j'imagine, mais quand il vend, ce qu'il risque bien de faire, est-ce que son successeur va suivre les mêmes règles ou les mêmes fréquences prévues? Très, très préoccupant. Avec tout ça, la porte serait toute ouverte au changement de la vocation du quartier totalement résidentiel de l'Outremont voisinant. Et j'ai appris dans les 3 dernières semaines que le bâtiment est effectivement sur un territoire de la ville de Montréal, pas Outremont tel quel. Mais comme sans doute vous savez, c'est une zone très résidentielle, purement résidentielle. Si on parle au sud de Côte-Sainte-Catherine et à l'est de Vincent-Dindille. Il y aura des impacts majeurs sur la circulation, la disponibilité de stationnement sur la rue, la quiétude. Et j'étais intéressé à entendre un de mes prédécesseurs qui mentionnait qu'il y a de plus en plus d'enfants dans le coin. C'est vraiment notre rue Courcelette est devenue une rue de famille, de jeunes enfants. Et la circulation est un souci pour les autres, surtout si ça augmente. Aussi, on peut mettre le stationnement les deux côtés de la rue et les autos seraient moins visibles. Nous invitons donc l'Office à recommander à la Ville de Montréal le rejet complet de la proposition du promoteur et le maintien de facto du zonage résidentiel. Nous demandons la tenue d'un référendum sur cet enjeu. Et comme encore un prédécesseur à dire, on voit le zonage commercial qui est vraiment ce qui est demandé comme un chèque en blanc. Avec ce chèque en blanc, on va peut-être trouver qu'il y a un aiguille sans roche en même temps. Voilà, merci beaucoup. Okay. Merci. Vous êtes conscient que on prend l'ensemble de l'information qui nous a été transmise de toutes les sources qui nous ont transmis. Les opinions des citoyens sont très importantes dans notre réflexion, naturellement, et on va faire des recommandations. Mais parmi ces recommandations-là, on ne peut pas recommander la tenue d'un référendum. Ça, c'est rien que ça appartient aux citoyens après notre dépôt. Nous faisons nos recommandations. L'OCPM la présente à la Ville, qui en dispose, mais ce n'est pas de notre ressort de recommander la tenue ou pas d'un référendum. C'est une autre étape qui n'appartient pas du tout à l'OCPM. Bon, c'est rien que pour rectifier un peu des informations qui auraient circulé, qui n'auraient pas été dans ce sens-là. Est-ce que tu as une question pour monsieur? J'ai pas de question, mais juste peut-être résumer pour être sûr qu'on comprend un peu le cœur de ce qui vous inquiète ou ce que vous amenez. Donc, c'est vraiment la nature, le fait que ça soit un usage commercial et les nuisances qui viennent avec cet usage-là. C'est ça le problème au cœur. Oui, c'est ça le cœur du problème, effectivement. Okay. Et le fait qu'on semble proposer des locaux qui, pour faire du sens, il faut que ça soit commercial, comme mes prédécesseurs ont remarqué. Et on voit par la taille. C'est disproportionné pour des résidences seulement. Okay. Est-ce qu'il y a des conditions sous lesquelles ça pourrait être acceptable pour vous d'avoir ces usages-là ou certains de ces usages-là? Ou c'est vraiment en bloc? J'ai écouté plutôt aujourd'hui la présentation du promoteur. Lui, il est très raisonnable et ça semble... tout sera beau, faites-vous à moi. Mais suppose qu'ils vendent. Si lui n'est pas contraint par des conditions légales,
si avec zonage commercial, on a très peu de contrôle finalement. Je pouvais dire que je voudrais des conditions. Je suppose si vous me forcez, je dirais si vous pouvez imposer à l'avenir ce qui a été mis sur la table comme 3 ou 4 événements, je ne me rappelle pas exactement de combien il parle, et d'une certaine nature, ça pouvait être correct. Mais je doute que ça sera possible selon ce que j'ai lu. C'est bon, merci. Je prends note de vos interventions. Ouais. Merci beaucoup de vous être Merci déplacés à vous. ce soir. Merci. C'était toutes les personnes qu'on avait qui se sont inscrites. On terminerait donc beaucoup plus tôt que prévu. Je vous rappelle encore une fois que et l'arrondissement et les promoteurs ont un droit de rectification. On n'embarque pas dans une discussion, c'est vraiment leur droit de rectification. C'est pour rectifier des informations qui auraient été émises ce soir et qui ne seraient pas exactes, qui ne seraient pas conformes à la réalité. Ceci met donc fin à notre séance d'audition des opinions. J'aimerais vous remercier. Excuse-moi. Je pense qu'ils veulent peut-être. Ah, vous voulez rectifier ce soir? J'avais cru comprendre que... D'accord. Factuel, seulement sur le factuel. D'accord. Je vous inviterai à prendre place, s'il vous plaît. Alors, pour les fins d'enregistrement, c'est Daniel Reva, qui est le promoteur, qui va rectifier les informations qui auraient été inexactes ce soir. Ce que je voudrais, c'est expliquer à l'Assemblée d'aujourd'hui le processus qui devrait se passer une fois la livraison en fait. Première chose, je ne contrôle pas la chapelle. Ça veut dire la chapelle va être remise. Non, c'est pas une rectification, ça. C'est-à-dire les 800 personnes. D'abord, les gens pensaient qu'on allait la chapelle dans la déclaration de copropriété, la chapelle doit fermer à 11h30 et non pas à 3h du matin et ainsi de suite. Bon, ça, c'est du excusez-moi, M. Rivard, je ne veux pas être impoli, m'excuse. mais on vous a posé des questions. La commission, pour la connaissance de tout le monde, la commission a demandé des précisions, d'avoir les parties de la déclaration de copropriété sur l'affectation, tout ce qui touche l'utilisation de la chapelle. Et les choses que vous mentionnez sont donc déjà déposées dans le dossier qui est accessible à tout le monde et je vous invite à en prendre connaissance. D'accord? Je voulais informer les gens ici, mais si vous dites c'est correct. Oui, c'est correct. C'est rien pour, Merci. rien que s'il y a quelque chose qui a été dit ce soir qui n'est pas conforme à la réalité. Exemple, si on disait qu'il y a 300 condos dans votre projet et qu'il y en a 150, bien, vous avez le droit de dire il y en a 150, on a dit il y en a 300. C'est ce type de rectification-là qui sont permis ce soir. Bien. Alors, les gens ont dit qu'une personne a dit qu'il y a 2 ou 3 personnes qui ont déménagé, mais ce n'est pas vrai. Il y a peut-être une trentaine aujourd'hui qui sont déménagées et on prévoit avoir une cinquantaine, une soixantaine dans les prochains mois, d'ici le mois de février. Merci. Le reste, merci. Merci beaucoup. Est-ce que les gens de l'arrondissement veulent répondre? S'il y a des réponses, vous les enverrez par écrit et elles seront affichées sur le site de la consultation aussi. Alors, ceci met fin à notre séance d'audition des opinions. J'aimerais remercier toutes les personnes qui se sont déplacées et qui ont participé. J'aimerais remercier également mes collègues, Madame la commissaire, notre analyste, Alejandro, et toutes les personnes de l'Office qui nous aident à l'organisation de ces soirées, ainsi que l'équipe technique que nous saluons, qui a été d'une grande aide tout le long du processus. Alors, merci beaucoup et bonne fin de soirée. Merci.